Bonjour et bienvenue dans Répétition Minute, le premier podcast horloger en langue française. Je suis Marc Montagne, passionné d'horlogerie et également fondateur de Toolwatch, l'application qui permet de mesurer la précision de ses montres. Dans ce podcast, je partage mon expérience de l'horlogerie et vais à la rencontre des collectionneurs et personnes qui font cette industrie. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Répétition Minute. Et aujourd'hui, ça fait longtemps, mais je suis de retour avec mon ami et collectionneur Benny pour un nouveau débat horloger. Donc bienvenue à toi Benny. Salut Marc, merci, ouais, ça fait un petit bout de temps. Et puis bonjour à tous. Bonjour à tous. Et alors quel débat as-tu pour nous aujourd'hui ? Alors un débat de feu aujourd'hui pour cet épisode. Haute voltige. De haute voltige qui déchaîne généralement les passions. Les montres quartz. Ok. Alors, ça voudrait dire quelles sont les bonnes montres quartz ou pourquoi les montres quartz contre le mécanique ? Comment tu l'orienterais ? De tout. Est-ce qu'une montre quartz, oui ou non, en termes d'horlogerie ? Si oui, quelles sont les bonnes montres quartz ? Quelles sont les montres quartz à éviter ? Alors j'ai remarqué un truc qui est rigolo, on va rentrer tout de suite dans le sujet, c'est que souvent, si on va avec le collectionneur débutant, finalement il connaît que les montres quartz pour démarrer. Moi je parle vraiment du vrai débutant. Et puis va y avoir un petit peu ce moment où tu vas ouvrir les yeux et tu vas voir, ah mais tiens, t'as des montres mécaniques. Et puis tu vas même péter un câble en réalisant que les montres mécaniques étaient là bien avant le quartz. Tout à fait. Je sais pas si t'as eu cette réalisation. Tout à fait. Je te paraphrase. Je vais te raconter la même chose. Le nombre de fois avec des grands débutants, des profanes véritablement, des gars qui connaissent rien en montre, quand je leur explique une montre mécanique, ils me disent, attends, ça veut dire quoi, montre mécanique? Je dis, c'est une montre qui n'a pas de pile, pour vulgariser. Plusieurs fois, j'ai eu la réponse, attends, une montre qui n'a pas de pile, comment c'est possible? Ouais, exactement. Donc, les gars voient la lumière, ils sont mindfuckés, et c'est là où la montre mécanique, en fait, prend toute sa splendeur, toute sa beauté. Et oui, c'est une montre qui n'a pas de pile, et du coup, c'est quelque chose de potentiellement de perpétuel. Ouais. Mais là où il y a encore plus de mindfucking, c'est quand tu réalises que ça existait bien avant le quartz. Parce qu'aujourd'hui, si on t'explique, bah voilà, le mouvement, le rotor, tout ça, l'énergie kinétique, tout ça, tu comprends, tu dis ok, très bien, mais attends, ça existe déjà depuis 50, 60, 70 ans, encore plus. Là, les gens commencent à péter un câble là-dessus, quoi. Exactement. Donc ça, c'est au début, tu commences comme ça, effectivement, tu ne connais que le quartz, finalement. Donc, il y aura pas de réaction, on va dire, négative par rapport à ça. Puis dès que tu découvres les montres mécaniques, il y a naturellement une sorte de snobisme qui va arriver envers les montres à quartz. Et j'ai l'impression, après, une fois que tu connais un petit peu plus tout ça, il y a certains modèles de montres à quartz qui sont hyper pertinents, qui sont hyper appréciés des collectionneurs et qui sont d'une certaine manière légales des montres mécaniques. Tout à fait. En accéléré, t'as passé le cheminement en fait du collectionneur, je dirais, d'horlogerie. Moi, je garde personnellement un pied dans chaque posture. Pour les gens qui démarrent dans l'horlogerie, qui démarrent dans la collection, je suis volontairement provocateur et je suis volontairement vieille école, où je dis souvent, j'ai ce verbatim, pour moi une montre qui n'est pas une montre mécanique, qui est autre chose qu'une montre mécanique, donc une montre à quartz, c'est une montre qui n'a pas d'âme. Qui n'a pas d'âme, il y a le côté, on triche, on a une batterie qui envoie un signal de manière régulière. L'aspect artisanat et l'aspect véritablement l'horlogerie traditionnelle, il est plus là. Bien sûr. Et je pense que c'est quand même important de garder ça à l'esprit, c'est qu'une montre mécanique, sans snobisme aucun, il y aura toujours plus d'âme, plus de... il y a ce côté véritablement sentimental qu'on peut avoir avec un objet, il y aura ce côté artisanal, technique, oui et non, on reviendra après, mais il y a vraiment ce côté artisanal, une montre qui a une âme par rapport à une montre qui a un ordinateur, je veux dire qui est l'électronique, qui est dénuée d'âme. Ouais. Alors déjà, il faut qu'on fasse une distinction aussi, parce qu'on a souvent tendance à les ranger un petit peu dans la même catégorie, entre les montres à quartz et puis les smartwatches. Nous là, on parle aujourd'hui vraiment des montres à quartz. Exact. On parle véritablement des montres à quartz, et c'est pour ça, j'ai souvent ce débat houleux avec des amis sur les smartwatches. Ils se reconnaîtront, déjà ils m'ont fait la réflexion comme quoi j'étais dur avec eux parce qu'ils font du sport
ils font du trail, de la course à pied, ce genre de choses. Et ils ont des Garmin, des montres GPS et compagnie. Ouais. Je vous rassure les gars, je chie toujours sur ce genre de montre. C'est pas du tout ma philosophie, même si je comprends que c'est un outil qui est hyper pertinent dans le cadre de votre pratique sportive, mais c'est pas une montre, c'est un ordinateur. Et où je continue à vous chier dessus, c'est quand non, c'est clair. c'est quand vous les mettez justement vous les portez comme accessoire horloger. D'arriver que c'est un style. Limite, il y a des gens qui se ramènent au boulot, au bureau avec ce genre de montre là, quoi, avec des Garmin. Donc voilà. T'avais un message à faire passer, visiblement. Il a été entendu. Ça fait plaisir. Donc on termine cette parenthèse. Quand je parle de montre à quartz, véritablement, les smartwatches, c'est quelque chose qui est encore différent pour nous. Et en plus, ça s'appelle smartwatch, mais pour moi, je le vois pas comme une montre. Le watch, on pourra le voir, c'est plutôt un wrist computer. On pourrait lui donner. Pour revenir sur les montres à quartz. Ouais. Donc pendant très longtemps, parce que ça fait partie de ce cheminement-là, j'étais très snob sur les montres à quartz. Et puis là, j'y reviens parce que si on a un collectionneur qui a pas nécessairement énormément de moyens, en fait, on peut commencer à collectionner plein de petites montres à quartz qui sont pas nécessairement chères et qui sont super intéressantes. Alors, je veux juste rebondir là-dessus, parce que là, je vais te contredire. Je pense que tu as des montres à quartz, enfin des montres mécaniques qui sont moins chères ou au même prix que les montres à quartz, et des très bons exemples. Puis on en a déjà même parlé ensemble sur le podcast. Et à l'inverse, tu as aussi des montres à quartz très sympas, qui sont intéressantes. Je te parle pas juste d'une montre à quartz qui va être dans un métaux précieux, des diamants qui vont faire monter la facture, mais vraiment des montres à quartz où il y a des concepts intéressants derrière, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, qui elles vont être plus chères que certaines mécaniques. Pour moi, l'argument du prix, il a pas trop lieu d'être dans les discussions. Bon, mais pourquoi il y a l'argument du prix? Parce que je pense à quelque chose, il y a plein de gens quand ils me disent t'aimes l'horlogerie, ils se sont mis en tête que je vais snober tout ce qui est à quartz et tout ce qui est un peu de l'horlogerie plutôt consommable par rapport à des montres mécaniques. Et pas du tout, dans le sens où je suis un grand fan de Swatch. Ouais. Et je trouve que c'est absolument génial ce qu'ils ont fait au cours des années. Déjà, faut le savoir pour l'histoire, je pense que pas mal de gens le savent, mais je vais le répéter. C'est Swatch, c'est cette petite montre à quartz qui a sauvé toute l'industrie en fait de la montre mécanique en Suisse. Donc, raconte un petit peu l'histoire pour ceux qui connaissent pas. En 2 mots. En 2 mots, le quartz, c'est des milliers de fois plus précis que de n'importe quelle montre mécanique. Et donc, c'était l'avancée technologique logique par rapport à la montre mécanique. Dans les années 70, on a le quartz qui est sorti, qui était une nouvelle technologie, qui était beaucoup plus précise. Et du coup, ça a sonné pendant... limite 20, quasi 30 ans, vraiment le coup d'arrêt. Et oui, il y avait décennie après décennie un clou de plus dans le cercueil de l'horlogerie mécanique. Parce que techniquement et en termes de précision, l'horlogerie mécanique, elle peut pas rivaliser. Donc on s'est dit, c'est la fin véritablement, et toutes ces industries, des marques qu'on connaît encore aujourd'hui, ils ont eu énormément de mal dans les années 70 et les années 80 à vendre véritablement des belles montres mécaniques, parce que les gens, du point de vue technologique, ils se sont dit pourquoi continuer à porter des montres mécaniques. Le futur, c'est le futur, voilà. C'est la montre à quartz. C'est la montre avec une batterie. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que Swatch, avec le succès magnifique qu'ils ont eu avec cette montre-là, ça a permis à tout l'outil de production suisse de se maintenir. Exactement. Alors, certes, plus pour faire des mouvements mécaniques, mais tout ce qui va être, j'ai n'importe quoi, les boîtiers, les aiguilles, les cadrans, tout ça. Donc j'allais y venir, et du coup, on avait toutes ces entreprises, ces fournisseurs qui périclitaient, vraiment qui perdaient des parts de marché par rapport à la montre à quartz, et le groupe Swatch, le Hayek-Père, est venu, on va faire une montre à quartz, mais qui sera une montre suisse. Et Swatch est devenu la contraction de Swiss Watch. Et c'est cette petite montre à quartz qui a eu un succès considérable, dans les années 80, qui a permis de remonter toute la pente, en fait, pour l'industrie suisse, et qui a permis de porter cette industrie pendant 2 décennies, juste au moment, les années 90, début années 90, fin années 90,
Et puis même, je dirais, c'est années 2000 où il y a eu un retour en force considérable, absolument énorme de l'industrie de la montre mécanique. Ouais. Et alors, pour parler de ces montres à quartz, quels sont, on va dire, les modèles qui toi, t'intéressent à quartz Déjà, ce qui est génial, alors, moi, je suis un enfant des années 90 plutôt, mais je suis né en 88. Ouais. Et Swatch, c'est vraiment la continuité du pop art 80s, quelque chose de très coloré, de technologique, mais aussi il y a un côté qu'on peut consommer, hein, on peut switcher, on peut passer d'une montre à l'autre, alors que sur l'horlogerie avant, sur les décennies précédentes, c'est quelque chose qu'on avait une montre, on la gardait 15 ans, 20 ans et on ne changeait pas. Ouais. Donc déjà, ça a changé véritablement tout ce côté collection, pop art, c'est ancré véritablement dans la société de consommation. En étant né en 88, j'ai été vraiment exposé à ces Swatch. Et ma première montre, ma toute première montre, quand j'avais 4-5 ans, c'était une Swatch. Petit diamètre. C'est pas une flic-flac? Non, c'est pas une flic-flac, c'était vraiment une Swatch. Noire, avec il me semble un cadran blanc, tout la bête. Classique, quoi, mais tout bête, la classique. Celles qui viennent de rééditer, là. Ouais. Et où j'avais ça, et mon père me l'avait acheté pour mes 4-5 ans, et il me l'avait acheté à Wengen, où on était allé skier en Suisse. Ok. Donc c'était le symbole de la montre. C'était le symbole, je suis tombé là-dedans, on était en Suisse, c'était la montre suisse. C'était quelque chose qui était quand même, c'était un beau cadeau pour l'époque, parce que ça restait une montre suisse, mais c'était pas quelque chose de faramineux en termes de budget. Et donc voilà, en tombant là-dedans, et même cette montre, là, celle qui viennent de rééditer, là, la Swatch, véritablement leur icône, je trouve qu'elle est super. Il y a du caoutchouc, c'était des matières qui étaient très peu utilisées encore auparavant. Il fallait savoir qu'il y avait que des bracelets en cuir ou des bracelets peut-être en nylon. Véritablement, le caoutchouc est venu, et il y a une boîte aussi en caoutchouc, ou alors avant on avait des boîtes acier ou des boîtes sur des matériaux précieux pour la montre. Donc c'est véritablement représentatif d'une époque, et rien qu'en termes de design, j'adore. C'est difficile de faire mieux que cette montre-là, que cette petite Swatch qui est iconique. Je suis d'accord avec toi. Enfin, clairement, c'est une pièce de design qui est hyper connue, enfin, qui a traversé les époques et qui est toujours actuelle, je pense. Moi, si aujourd'hui je devrais acheter une montre en quartz, il y a plein finalement de modèles qui sont super sympas. Tu vois, j'aime énormément, et je suis pas le seul, la Rolex Oyster Quartz par exemple. Ouais. Moi, j'ai beaucoup de mal sur cette montre-là. Ah, j'aime beaucoup la forme tu la reconnais tout de suite avec la forme de sa boîte, j'ai envie de dire. Effectivement. Qui est plus anguleuse, etc. La forme de la boîte est super intéressante, mais justement, j'aimerais avoir une Rolex qui ait cette forme de boîte, mais qui ait un mouvement mécanique automatique dedans. Alors, idéalement, oui. Moi aussi. Voilà. Sauf qu'elle n'existe pas. Ou pas à ma connaissance, ou du moins. Et bah voilà, quitte à avoir une quartz, celle-ci, je la trouve sympa. Et elles sont assez recherchées. Il y a un vrai design. Ce qu'elles sont recherchées, après, c'est dommage si tu choisis une Oyster Quartz plutôt qu'une Day-Date. Moi, je trouve, et on retombe dans les écueils, mais qui pour moi sont... Alors, je me cacherai derrière un de mes proverbes préférés qui est abondance de biens ne nuit pas, et je prendrai les deux. Voilà. Mais alors, ok, je prends le point. Et alors un autre modèle cette fois-ci, qui là pour moi n'aurait pas vraiment d'équivalent mécanique, ça serait dans un tout autre style, l'élégante de chez Journe. Donc l'élégante de chez Journe, c'est cette montre à quartz qui a ce mouvement. Alors, j'ai pas tous les détails vraiment fraîchement en tête, mais en gros, qui peut s'éteindre, et quand tu la remets au poignet, elle reprend à la date, etc. Donc il y a un côté, c'est un quartz, mais pas un quartz un peu bête, mais qui apporte vraiment, qui est une sorte de complication d'une certaine manière, très pratique, très utile. Elle reprend ce côté un peu plus pop que t'aimais bien dans la Swatch. Ouais. Et puis quand tu regardes le mouvement, il est décoré, il est très beau. Enfin, il est franchement beau. Et cette montre-là, quand tu la portes, quand tu la vois, tout ce que tu veux, t'as une expérience de montre mécanique de luxe. T'as pas le côté quartzouille, un petit peu made in China, je sais pas quoi. Et t'as pas d'équivalent mécanique. Et t'as une vraie innovation. Et je la trouve, bracelet caoutchouc, tout ça, immensément cool, quoi. C'est très juste. Et il y a 3 catégories de montres quartz que j'aime beaucoup.
Donc la première, je reviens juste un peu dessus, c'est sur les Swatch. En plus, ce qui est génial avec Swatch, quand ils ont sorti cette icône-là, il y a eu vraiment, pour la première fois, la collection oui. montre, et en plus le concept de la série limitée. Ouais. On peut avoir une Swatch Simpson, on peut avoir une Swatch édition spéciale Suisse Genève, Ouais. On va à Interlaken, il y a une édition Interlaken, les éditions pour les JO et compagnie. Ouais. Et c'est super d'avoir ce petit objet de pop art et qu'on peut vraiment collectionner limite à l'infini. Hein. Ouais. C'est Qui est abordable. qui est abordable. J'adore, il y a les petites Swatch où on a des peintures de Keith Haring dessus, où j'ai vu avec le musée du Louvre, ils ont fait aussi la toile du sacre de Napoléon. Ouais, exact. Je trouve ça hyper sympa. Ouais. Hyper sympa, et puis je passe aussi un petit coucou justement à mon frère qui collectionne, qui commence un peu à collectionner ces montres Swatch, ces chronos extrêmement colorés, fin des années 80, début des années 90. Qu'on voit passer un peu sur Instagram en ce moment. Exactement, qu'on voit vraiment passer, où ça devient vraiment à la mode, et en plus c'est des bons placements. C'est des bons placements si on l'a acheté au bon moment. On l'a acheté 200 balles, ça se revend maintenant 600 balles quand même. Donc faire une triplette quand même. Puis elles ont un look, elles sont sympas. Ouais. Elles ont un look, elles sont super sympas. Donc ça c'est la première catégorie. Tout ce qui est l'environnement Swatch, pop art, du disposable et qu'on peut véritablement collectionner. La deuxième catégorie, c'est la catégorie quartz luxe que tu as exprimé. Alors je parlerai pas de l'Oster Quartz, mais si on a des montres qui ont pas nécessairement de trotteuse ou des montres joaillères, pour moi, ça a véritablement un sens d'avoir des montres quartz pour une montre féminine joaillère. Si le design et si vraiment les pierres précieuses sont le point numéro 1 de la montre, et ben le mouvement, en fait, il peut venir en troisième partie. Et pour moi, c'est pas déconnant, c'est vraiment cohérent d'avoir un mouvement quartz sur certaines montres. Non, je comprends, mais j'aurais plus de mal à suivre parce que déjà, si tu me dis, voilà, le point de départ d'une montre, par l'horlogerie, c'est la joaillerie. J'ai envie de te dire, tu fais le truc un petit peu à l'envers et ça me parle moins. Et je ferai aussi référence justement à ces montres éminemment joaillères. Je pense à la 101 le calibre 101 de chez Jaeger-LeCoultre. Dans ces toutes petites montres qui étaient elles, toutes serties par de diamants. Il me semble que la reine Elisabeth l'avait pour son couronnement, etc. On est vraiment dans l'archétype de la montre joaillère, etc. Elle avait un mouvement mécanique qui était le plus fin de l'époque, peut-être même encore actuellement. Enfin, quelque chose de très fort aussi mécaniquement, donc t'es pas obligé de sacrifier l'un pour l'autre, tu vois. C'est vrai. Mais je comprends ton argument. C'est ça que j'aime beaucoup. À chaque fois qu'on a des conversations, je te donne quelque chose, tu me donnes un contre-exemple, et on est toujours d'accord en finalité. Et t'as parfaitement raison. Mais par exemple, je sais que ça va peut-être sonner comme une hérésie pour certains, mais des petites Nautilus ou des petites Royal Oak, qui sont des petits diamètres, qui sont pour femmes, il n'y a pas de trotteuse, et avoir des versions quartz de ces montres, je trouve qu'il y a quelque chose de très élégant et alors je dirais, pour aller un petit peu dans ton sens malgré tout, que c'est peut-être l'opportunité d'avoir des montres comme ça moins chères. Exactement. Plus que dire je préférais l'avoir en quartz qu'en mécanique, parce que sur ces montres-là, je les préfère malgré tout, même sans trotteuse. Mais c'est vrai que j'avais acheté une petite 222 de Vacheron, un modèle femme, qui était à quartz, et ça m'avait rien coûté du tout, et une 222 actuellement, ça serait hyper cher. Donc il y a cette opportunité là. En plus il y a pas mal de gens, dont nous deux les premiers, hein, et on a des petits poignets. Et si on veut se trouver par exemple une Royal Oak vintage sur un petit diamètre, sur un 36 mm, c'est souvent du quartz. C'est souvent du quartz, et c'est pas quelque chose de trop prohibitif, quoi. Donc c'est là où c'est intéressant. Ça c'est la deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est vraiment les montres de sport, les montres qu'on veut pouvoir utiliser dans des conditions extrêmes. Et là actuellement, ce qui est proposé sur le marché, c'est quand même super intéressant, certaines montres quartz. Tu penses à laquelle? Alors toi, auquel? J'en pense à plusieurs. Toi, je sais que tu penses à une montre spécifique. Tu vas nous en parler. Là, moi, je vais parler d'une nouveauté. Il y a la Breitling Endurance Pro, qui est vraiment vendue comme ça. C'est une montre pour des athlètes professionnels qui ont besoin de précision, qui ont besoin de quelque chose de léger
et qui ont besoin de quelque chose de lisible et de super résistant. Ouais. Et ils viennent avec cette Endurance Pro, ça coûte 3000 francs. Elle a c'est de l'entrée de gamme pour Breitling, c'est l'entrée de gamme pour Breitling, même si ça reste une somme, 3000 francs. Ils ont un nouveau un matériau composite qui s'appelle le Breitlight, qui est une sorte de résine de carbone, je crois, qui est hyper résistante, qui a un super bon look, et puis surtout qui est très légère, avec un chrono, quartz. Et en plus, le look qu'il a, il a un bracelet caoutchouc qui est coloré et qui justement est raccord soit avec la lunette ou avec la couronne. Okay. Et je crois qu'avec des parties du cadran. Donc c'est hyper sympa. On a une montre qui est assez pop art, un peu comme ce que j'évoquais sur ma première catégorie avec les Swatch. Et surtout, on a une montre qui est super précise, qui est étanche. On peut limite l'utiliser comme montre de plongée. Et si on doit porter une montre pour ses activités physiques, c'est pour ça, petite dédicace de nouveau à mes potes trailers, c'est porter ce genre de choses. Ouais, c'est clair. Porter ce genre de choses, vous avez vraiment quelque chose qui est Swiss made, qui a un look, qui fait partie d'un des poids lourds de l'horlogerie, d'une marque historique, et puis qui va avoir un chrono qui va être hyper précis. Et là, c'est véritablement une montre. C'est véritablement une montre. Et puis vous allez vous faire plaisir avec un objet qui est véritablement beau, quoi. Au lieu de vous faire plaisir là à faire le concours de qui est la plus grosse avec une Garmin, qui est encore une fois un ordinateur. Enfin, voilà, je trouve ça super intéressant. Et maintenant le problème, c'est qu'il y a plein de montres. Alors on pourrait dire oui, j'aimerais voyager avec mes montres de voyage, des montres sport. Dans le cas le plus extrême, ça va être une Travel Time Aquanaut chez Patek Philippe. C'est compliqué d'aller au fin fond du Mexique ou des Philippines avec une montre à plus de 30 000 balles quand même. Ça limite, Et ça limite. Et ça limite avec une Submariner, ça devient tellement compliqué d'en acheter une qui est neuve. Je peux comprendre que c'est quand on parle d'une montre qui est quand même qui coûte quoi, 8 000, 9 000 francs, même sur le marché de la seconde main qui est plus proche des 10 000 francs. On n'a pas envie nécessairement, une fois qu'on a acheté cette montre-là, d'aller se baigner avec et d'aller faire des petits plongeons dans la piscine, quoi. On a peur de l'abîmer, de la rayer, ce que je peux tout à fait comprendre. Et là, c'est là où c'est hyper intéressant, cette Breitling Endurance Pro, d'avoir une montre véritablement une bonne alternative pour ça. Qui est la bonne alternative pour la montre de voyage, pour la montre de sport, pour la Tool Watch en fait. Est-ce que la Tool Watch par excellence, ça va pas être une quartz? Bon, tu connais mon point de vue là-dessus, puis on a déjà eu l'occasion de partir en vacances. Tu vois que je prenais ma Submariner, mais elle est plus ancienne, donc il y a, je sais pas, ce côté véritablement Tool Watch que j'aime bien, et voilà, moi ça me plaît. Mais je comprends tout à fait ce que tu dis, et je pense que quand t'abordais le sujet là, tu faisais référence à une autre montre que j'aime bien, dont on avait déjà parlé. Je pense que c'est l'Emergency là aussi chez Breitling. Et là pour le coup, voilà, ça qui pour moi est intéressant, c'est qu'on a quelque chose de quartz qui ne peut pas exister en mécanique. Exactement. Donc c'est là où ça apporte vraiment un complément et je trouve ça intéressant. Je sais pas si elle existe encore au catalogue. Je crois pas, je sais pas. Mais alors pour les auditeurs, le concept c'est quoi? C'est une espèce de montre qui a donc à quartz chez Breitling, qui a une espèce d'antenne que tu peux déployer et activer pour émettre un signal d'urgence, d'où le nom Emergency. Et l'idée c'est tu fais de la randonnée, tu tombes dans une crevasse, bon bah tu sais que n'importe où tu pourras envoyer ce signal de détresse et te sauver la vie. Alors je crois qu'il y a une espèce de mise en garde qui fait que si tu l'utilisais dans des situations qui n'existaient pas, enfin qui l'exigeaient pas, bah là tu aurais des frais qui seraient à ta charge. Tu vas pas dépêcher une patrouille héliportée pour juste pour montrer ta montre à tes potes, mais voilà, c'est ça le concept de la montre. L'histoire qui est racontée avec, c'est absolument génial. Exactement, moi c'est ça qui m'a toujours fasciné avec cette montre. Surtout si on veut une Tool Watch et une montre de James Bond qui est véritablement résistante et qui peut permettre ce genre de choses, ça va être compliqué d'aller sur autre chose qu'une montre quartz. Et sur des montres professionnelles, il y avait une montre qui me plaisait beaucoup, c'est chez Bell & Ross. Alors je sais que ça fait sourire pas mal quand je dis Bell & Ross parce que c'est marrant, c'est une marque, les grands fanatiques d'horlogerie tradie, ils vont avoir tendance à sombrer dans la délation dès qu'on parle de Bell & Ross. Il y en a qui aiment beaucoup. Moi je fais partie de cette deuxième catégorie. J'aime beaucoup cette marque et il y a un design qui est quand même oui, ils ont clairement sympa. Ils ont un look qui a une identité.
Il y a un ADN qui est très sympa. Et ils avaient sorti il y a quelques années cette montre qui s'appelait la Bell & Ross Hydromax. Je connais pas. Alors, je veux pas dire de conneries, mais il me semble que c'est une montre à quartz qui peut aller jusqu'à plus de 10 000 mètres de profondeur. Ouais. Disons ça me fait marrer parce que avec les montres mécaniques, on va déjà suffisamment loin et déjà on se fout de la gueule de ceux qui vont porter une Deep Sea ou avec une valve Valium, etc. Parce qu'ils vont jamais aller à 2000 ou même peut-être même encore plus. Et puis là, tu me sors un truc de 10 000, je dis ouais, si tu veux. Mais... Ouais, complètement, Marc. Et puis tu parlais de qui est la plus grosse avec tes potes là. C'est sûr. Je vais dans une certaine contradiction aussi. Mais ce qui est énorme, c'est que tu me parlais de la Breitling Emergency. Qui a besoin d'utiliser un truc comme ça, tu vois, si t'es pas un jeune ou un pilote de chasse. Mais pour aller le plus loin possible dans le délire, si tu dis, je veux véritablement une montre de plongée, et en plus c'était hyper intéressant. C'est plus que de la plongée là. Hein. Ah oui, c'est plus de la plongée. Je pense que tu peux tourner la suite de Abyss de James Cameron avec. Exactement. Et c'est là ce qui est énorme, c'est que la Rolex, la Deep Sea, celle qu'on appelle la James Cameron. Ouais. Si on voulait aller plus loin, on pourrait avoir la Bell & Ross Hydromax. Et là, véritablement, c'est une montre digne d'Abyss. Elle est à quartz et bon, je vous invite à aller voir, à faire des recherches sur cette montre. Il y a aussi, il me semble qu'il y a une huile qui est mis entre les aiguilles et véritablement le cadran pour avoir la lisibilité en fait en toutes circonstances sous l'eau avec la pression. Okay. Et alors là, tu vois, tu abordes le sujet de ces montres à quartz qui vont être très techniques. On va sortir de la montre à quartz classique, voilà, on l'a pas abordé, mais il y a des montres à quartz qui pour moi n'ont aucun intérêt. Ça va être des montres un petit peu de designer, tu vois, les petites marques un peu fashion, etc. Où ça va être juste une pile qui va être mise dans un mouvement à quartz. C'est des montres qui sont pas très bien finies, qui ont pour moi vraiment aucun intérêt. Même les designs, ça reste subjectif, mais pour moi, me parle pas du tout. Mais là, tu parlais justement de tout à fait l'inverse de ces montres qui techniquement apportent vraiment quelque chose et qui en plus voilà pour le cas de Bell & Ross c'est une jolie marque à des les qualités de fabrication, etc. Donc ça tu peux pas leur enlever, donc il y a un minimum de qualité et t'as ces montres voilà donc techniquement qui apportent quelque chose. Et je pense notamment à ces les super quartz. Alors on parlait de Breitling, ils en font, Omega en fait aussi. C'est hyper intéressant comme catégorie, super quartz. Ouais, et l'idée alors déjà le quartz est beaucoup plus précis que la montre mécanique, ça j'apprends rien à personne. Mais super quartz, c'est des montres encore plus précis, où ça va dériver peut-être d'une seconde à l'année ou un truc comme ça, enfin de façon complètement imperceptible. Et tu sais ça tous ces marques, enfin ces mouvements. Il me semble que Longines faisait ça, c'était VHP pour Very High Precision, machin. Exact. Et donc ouais, voilà, c'est des calibres hyper avancés technologiquement. Et là, je trouve que c'est intéressant parce que tu peux pas faire le reproche du quartz qui est figé, qui évolue pas, qui est techniquement pas très intéressant. Non, là t'as quelque chose comme la jaune que j'évoquais tout à l'heure. Là, avec celle-ci, t'as quelque chose de top, quoi. C'est vrai. Non, c'est vrai. Ça me fait penser, on oublie un monument du quartz, là, quand même, on en a pas parlé. C'est tout ce qui est les Casio et les G-Shock. Exactement. Et il y a pas beaucoup plus cool à ce prix-là qu'une Casio, une G-Shock à mettre au poignet, quoi. Exactement. Encore une fois, je parle avec plein de gens, et quand ils comprennent que je suis passionné d'horlogerie, il y en a plein qui ont des Casio, ils ont toujours peur que tu te moques d'eux ou je vais les maltraiter limite. Ouais. Alors que moi je trouve que c'est génial en termes de design. Bien sûr. C'est reconnaissable en fait entre 1000 montres. Et puis je pense que si ma première montre était une Swatch, ma deuxième montre c'était une Casio. Bien sûr. Parce que on voulait faire des mesures du temps avec les chronos et qui brillent dans la nuit avec la petite lumière et compagnie. Disons qu'il y a un côté, je t'avais repris là sur l'aspect du prix, etc. C'est clair que dès que tu cherches à avoir un petit peu de complications, là en mécanique, ça va, la facture va s'allumer. En revanche, tu peux avoir vraiment un jouet avec plein de fonctionnalités, etc. avec une montre à quartz. Et il y a ce côté ludique que je trouve génial et qui moi personnellement quand j'étais gamin, c'est ça qui m'a mis dans les montres vraiment. C'était cet objet que t'as au poignet avec tous les boutons, les fonctions, les machins. Et quand t'es un petit garçon, c'est juste c'est top, quoi. Exactement. Et surtout si du point de vue design, si du point de vue lisibilité, on est un grand fan de l'analogique.
et pas des montres à aiguille, bah on peut aller que sur le quartz. On n'a pas vraiment de choix. Je pense pas que ça existe aujourd'hui une montre mécanique analogique, quoi. Tu l'as digital plutôt. Ouais. Bah si t'aurais les Lange One par exemple. Effectivement. Bon, et je suis toujours là pour la contradiction. Exactement, effectivement. Très bien vu, très bien vu. Là, c'est vrai que ça va être court. La différence de prix va être énorme. Aussi. Mais oui. Mais c'est vrai. Et en plus, sur les G-Shock, ce que je trouve génial, c'est que c'est typique d'un design maintenant des années 80. Et on peut adorer ce genre de design là. Puis c'est super à la mode, ils font plein de collabs ensemble. Il y en a vu une avec la NASA. Exactement. Qui était rigolote. Je sais qu'ils ont éminemment l'ambassadeur. Enfin, tu vois, c'est des trucs hyper actuels, hyper pop aussi encore aujourd'hui. Et je pense à une nouvelle quartz qui est sortie il y a quelques mois, qui me plaît beaucoup et j'ai failli acheter pour le coup. C'est la nouvelle Hamilton Pulsar là, celle qui est utilisée dans James Bond. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Très cool, très cool. Elle a un design complètement ringard. Ouais, complètement. Et qui est génial. Roger fait son charme, Roger Moore, il a ça, je crois, dans L'espion qui m'aimait au Moonraker. Ouais. Voilà, moi, ça me fait péter un câble. Ouais, bien sûr. Ça me fait péter un câble. Je trouve que c'est king of cool. Et il se trouve que c'est une montre à quartz. Et avec un affichage analogique, digital, de base. Ouais. Non, t'as raison, c'est un très bon exemple. Et puis, tu vois, je repense là, à ces montres là hyper précises. T'avais aussi, il y a pas très longtemps non plus, c'était Citizen qui avait sorti une montre, c'était ça qui était rigolo, c'était leur calibre, il l'appelait le 0-100, quelque chose comme ça, pour célébrer justement leur 100e anniversaire, et c'était donc un calibre genre hyper fin, hyper précis à quartz. Et là où ils avaient fait, je trouve, le décalage qui était rigolo, c'est qu'ils l'avaient mis dans une montre de poche. Okay. Donc t'avais ce parallèle entre on peut pas avoir plus vintage qu'une montre de poche, j'ai envie de dire, et puis plus moderne qu'une montre à quartz. C'est Citizen qui avait fait ça, puis voilà, c'était très précis. Je crois que c'était la montre la plus précise, et avec un mouvement Eco Drive, etc. Alors après voilà, dans le quartz t'as aussi tous ces mouvements là un petit peu plus techniques. Seiko aussi, ils font des spring drive, des machins, des trucs super intéressants. Donc voilà, je pense que pour moi, ce qui était important avec cet épisode, c'était un petit peu de tordre le cou à cette espèce de snobisme que vont avoir les collectionneurs, enfin certains collectionneurs. Ça dépend de quand on parle et ça dépend avec qui on parle. Nous, les premiers, je pense que parfois on est très snob en termes d'horlogerie. C'est hyper important. Effectivement, c'est important, mais je pense que c'est important de passer par ce snobisme-là quand on rentre dans l'horlogerie pour véritablement bien poser le débat et bien poser les différences, de dire pourquoi l'horlogerie mécanique est exceptionnelle. Mais après, ça veut pas dire que tout est acheté avec l'horlogerie quartz et qu'il y a des choses hyper intéressantes. On vient de les décrire, pas avec exhaustivité, mais quand même, on en a fait pas mal. Écoute, Benjamin, là, avec une telle conclusion, moi déjà, j'ai la larme à l'œil et je trouve qu'on peut pas conclure mieux cet épisode. Donc, merci à nouveau d'être venu. Puis, avec plaisir. À bientôt. À la prochaine. Salut. Merci d'avoir suivi ce podcast. Vous pourrez retrouver les notes de cet épisode sur répétitionminute.com. Vous pouvez également vous abonner au podcast Répétition Minute sur Apple Podcast, Spotify ou autre plateforme et laisser un avis sur iTunes si le podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos amis. C'est un joli cadeau et ça coûte moins cher qu'offrir une montre. Merci et à bientôt.